Togo Mondial 2022, les qualifs, le réveil tardif des éperviers Mondial 2022, qualifs, le point par zone. On va le faire. Et puis en troisième partie, le Cameroun, Samuel Eto'o dépose sa candidature à la présidence de l'Africa Foot. Notre invité est Henri Akodo, vous le connaissez bien. C'est un journaliste sportif. Henri Akodo, bonjour. Bonjour, vous allez monsieur. bien? Je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. On va parler de ce réveil tardif des éperviers du Togo qui, si on peut le dire, clôture bien les éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. Une victoire en Afrique du Sud face à la Namibie. Oui, une victoire qui vient un peu corroborer les bons, les bons débuts de Paulo Duarte à la tête de ce staff technique de la sélection nationale du Togo. Le Togo qui a mal entamé ses éliminatoires avec 2 défaites en septembre dernier face au Sénégal et face à la Namibie. Mais derrière, le Togo enchaîne 4 matchs consécutifs sans défaite. La dernière sortie, c'était une victoire face à la Namibie au Orlando Stadium de Johannesburg il y a cela quelques jours pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires, 1-0, but de Plaka fait sous mes mains. C'est dire aujourd'hui que le renouveau est en marche. Le train de la rédemption, de la renaissance continue de pouvoir bien évidemment marcher et vivement que cela puisse s'inscrire dans la pérennité et que le football togolais puisse retrouver son lustre d'antan. On va faire le bilan de cette participation du Togo depuis la première journée face au Sénégal. Le Togo a été battu par 2-0. Oui, exactement. Le Togo a été battu par 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Et quelques jours après, le Togo a subi une cuisante défaite également au stade de Kégué, 1-0. But de Elmas Kabindou, le Namibien, alors que le Togo avait largement dominé cette rencontre, mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Pour leur troisième sortie, les éperviers ont fait un match nul. On considère un match nul au stade de Kégué, justement face au Diable Rouge du Congo. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. On a senti qu'il y avait un nouvel élan, qu'il y avait un nouvel état d'esprit, qu'il y avait beaucoup plus de cohérence dans le jeu, de consistance, avec des joueurs qui étaient déterminés. Mais ça s'est révélé insuffisant parce qu'on a encore vendagé énormément de buts. Le déclic est venu justement quelques jours plus tard après ce dernier match nul face au Congo. Le match retour qui s'en est suivi au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville a vu le Togo s'imposer par 2-1 avec un match très abouti. Ce 4-3 mis en place par le technicien lusitanien a parfaitement bien fonctionné. On a senti un Alexis Romao qui était revenu dans le bain, qui a ratissé beaucoup de ballons dans l'enjeu. Et bien évidemment, Nyama Akate qui était époustouflant ce jour-là et devant beaucoup de mouvements au niveau de l'animation offensive et ce but exceptionnel d'un certain Kevin Dekin pour offrir la première victoire au Togo depuis quasiment 2 ans en match officiel. Et bien évidemment, pour ces 5e et 6e journées, le Togo affrontait d'abord le Sénégal au stade de Kégué. Le Togo avait tenait le goût de la victoire, le bout de la victoire, mais à quelques minutes de la fin, bien évidemment, les éperviers se sont fait rattraper au score et on sentait véritablement que cette équipe, elle était en pleine ascension et ça s'est confirmé finalement au Orlando Stadium par cette belle victoire face à cette formation des Brave Warriors de la Namibie. Ce match a été tout simplement intéressant dans son contenu, dans l'attitude. On a senti une équipe très déterminée, les joueurs très concernés. Ça se sentait au niveau même de la perte du ballon. Tous les joueurs couraient. Il y avait un bloc équipe compact. Ils étaient proches les uns des autres. On n'avait pas vu les lignées parce qu'on voyait il y a quelques années au niveau de cette sélection-là. On a joué en bloc et finalement, au bout du suspense, ce tandem Ilas Bebou, Plaka Fessou Meme, qui a parfaitement bien fonctionné. Ilas Bebou, avec sa vitesse gestuelle, a su quand même voir cette passe-là et bien évidemment, et cette ouverture lumineuse pour Plaka Fessou Meme, qui est dans la forme de son vie. 3 buts, le meilleur buteur du Togo dans ces éliminatoires. C'est intéressant. Le Togo termine sur une bonne note. Mais il ne faut pas tomber dans l'euphorie, il faut continuer le travail, il faut mettre en place les automatismes, les repères
en vue des prochaines séances, notamment les éliminatoires de la CAN 2023. Alors, d'une manière globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces éliminatoires, Yakodo? Vous suivez très bien les éperviers du Togo, du début jusqu'à la fin. Vous aviez suivi l'équipe. Exactement. D'une manière globale, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce groupe. On sent un déclic, on sent un retournement de situation, on sent que ces joueurs-là, ils veulent inverser la tendance, la mauvaise dynamique dans laquelle se trouvait l'équipe il y a cela quelques années. Et cela peut continuer si véritablement le travail se fait avec une minutie. Aujourd'hui, au niveau même, sur le plan technico-tactique, on sent une défense centrale beaucoup plus en place, une stabilité défensive avec beaucoup de complémentarité qui se dégage, que ce soit la Sanes centrale composée de Djen Dakonam et de Amatutui Kanivi. On sent une certaine solidarité. Les deux joueurs sur les côtés également de la défense, Agbojoklus et Ate Youssouf, il y a de la qualité dans l'enjeu. Nyamakate et Romao, c'est de la stabilité dans l'enjeu. Et devant, ça va très vite entre les prises de vitesse de Plakaf et Soumeme, les dribbles chaloupés d'un certain David Enen et le coup d'œil de Ilas Bebou. Il y a quand même bien évidemment de la qualité pour espérer bien évidemment continuer dans cette même dynamique et battre des orques sur le continent. On était à un doigt de battre le Sénégal. Ça voudrait dire que cette équipe elle est en pleine progression, mais il faut continuer le travail visiblement pour aller, pourquoi pas décrocher une place pour la CAN 2023. C'est l'objectif pour Paulo Duarte. Et je sens avec la solidarité, la combativité, la détermination, le don de soi, ces valeurs-là, que c'est d'inculquer. Bien évidemment, d'inculquer le technicien lusitanais à ces joueurs-là. Le Togo peut bien évidemment devenir l'une des meilleures équipes sur le continent dans les prochaines années. Allez, on va parler également des carences des éperviers. Qu'est-ce qui n'a pas forcément marché durant ces 6 journées? On a senti dès le départ, pour ces 2 premières journées justement, que cette équipe-là, elle était en manque de conditions physiques. Il y avait des joueurs qui avaient repris leur championnat. Il y avait d'autres qui étaient à court de forme. Ils étaient en manque de conditions physiques, notamment des joueurs comme Roger Aolou, bien évidemment, qui n'avait pas encore démarré avec son club. Et derrière, on a senti quelques mois après que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et ces joueurs-là, ils ont de la qualité, mais il faut pas occulter le fait que c'est une équipe parfois qui surjoue, qui joue contre nature, c'est-à-dire que on a de la qualité, on peut jouer le jeu court au sol avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de permutations, mais parfois on veut chercher très loin, on veut chercher une longue ouverture, on tombe dans la précipitation et cela ne sert pas l'équipe. Donc il va falloir véritablement garder le cap, garder sa concentration, garder bien évidemment le sérieux, l'application nécessaire pour pouvoir finir les actions dans les 7 mètres 50 offensives. C'est l'essentiel, le football, c'est l'efficacité, c'est la capacité d'être beaucoup plus efficace, que ce soit sur le plan défensif que sur le plan offensif. Je pense que Paulo Duarte a noté les carences de son équipe et qu'il saura les corriger, les rectifier pour les prochaines sorties. On va faire le point par zone. Au niveau de la zone Afrique, on a vu des équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. On va parler du Ghana qui a gagné et s'est qualifié au forceps face au Bafana l'Afrique du Sud. Exactement, le Ghana qui a gagné au forfait grâce à un pénalty litigé accordé à un certain Marté, le défenseur de Leicester, qui a permis à André Ayew, qui fêtait son 100e cap, de transformer ce pénalty et d'offrir la place au play-off pour le Ghana. Si sur le terrain, le Ghana a pu obtenir sa qualification, bien évidemment, il y a un dossier qui est sur la table actuellement de la FIFA. L'instance faîtière du football mondial a bien évidemment accueilli favorablement la plainte déposée par la Fédération sud-africaine de football, qui se plaignait de la partialité de l'arbitre de cette rencontre. Et donc la FIFA, la commission de discipline de recours de la FIFA est en train d'étudier. Elle a bien évidemment ouvert une enquête pour pouvoir véritablement déceler s'il y a eu des failles au niveau de l'arbitrage et rendre une décision. Mais en l'état actuel des choses, le Ghana a bien validé son ticket
pour les playoffs. Le Ghana qui court derrière une 4e participation à une phase finale de Coupe du Monde 2006, 2010, 2014. Le Ghana était absent lors de la dernière édition et ce serait inacceptable que les Black Stars soient également absents au Qatar. Et le président de la Fédération ghanéenne de football, Kurt Erden Okraku, un monsieur que je connais bien d'ailleurs, et bien évidemment les premières autorités, le ministre des Sports, le docteur Moustapha Aladi, et sans doute le locataire de la Jubilee House, le président Nana Akufo-Addo. Ils se sentent concernés, ils sont en train de mettre tous les moyens en place pour voir le Ghana aller participer à cette 4e phase finale de Coupe du Monde de son histoire, mais ça passera forcément si la FIFA bien évidemment confirme la qualification pour les playoffs. Ça passera forcément pour ces playoffs-là qui auront lieu en mars prochain. Mais l'actualité pour le Ghana, pour les prochains mois, ce sera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, histoire de bien se préparer pour ces playoffs-là. Le Ghana qui court derrière un nouveau sac. Ouais, ça fait longtemps. Bien évidemment, depuis 1982, ça fait combien de temps déjà? Ça fait, si mes calculs sont ça fait 39 ans. 40 ans. 82. 2022, en 2020, oui, bien sûr. Donc, le Ghana qui court derrière une prochaine CAN. Vivement que les coéquipiers d'André Ayew, de Jordan Ayew et sans oublier également Thomas Partey puissent y arriver. Alors Henri, dans ces conditions, qu'est-ce que la FIFA dira? On va rejouer la rencontre, on va sanctionner l'arbitre de la partie. Le règlement, les règlements sont clairs en la matière. Il n'y a pas eu, bien évidemment, de faute, d'erreur technique. Il n'y a pas eu d'erreur technique. Je parle d'erreur technique quand il s'agit, par exemple, d'un changement qui a été effectué. Si, par exemple, un joueur a été coupé d'un carton rouge et que l'arbitre n'a pas réussi à bien l'identifier, ça c'est une erreur technique. Mais en l'état actuel des choses, si d'aventure la FIFA accède à la demande de la Fédération sud-africaine de football à la requête, ce serait des sanctions pécuniaires, peut-être contre le Ghana ou contre l'arbitre. Mais de là à rejouer cette rencontre, je n'en suis pas si certain. Allez, on va également parler de la qualification pour ces mêmes playoffs du Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Ça a été tendu. Très tendu, au terme d'un match haletant, plein de suspense, au terme d'un scénario littéralement renversant, ébouriffant, exceptionnel. Cette sélection nationale camerounaise a su décrocher son ticket pour les playoffs. Ce n'était pas évident. Le Cameroun devrait gagner pour valider son ticket pour les playoffs, alors que la Côte d'Ivoire, qui était première avant dans cette poule, avant cette rencontre, avait besoin que d'un match nul pour se qualifier. Finalement, les Camerounais ont mis de l'intensité, de l'engagement dès l'entame de la partie dans ce stade surchauffé de Diapouma Stadium, pas Diapouma, d'Olembe, Stade Paul Biya de Lembe, où les Camerounais férus de football. En présence de Samuel Eto'o. Bien évidemment, en présence de Samuel Eto'o et d'une horde de supporters qui étaient acquis à la cause de ces lions-là. Les Camerounais, ils étaient galvanisés, ils étaient décuplés sur le terrain. On l'a senti dans les premiers instants de la partie avec un certain Vincent Boubacar qui jouait à la pointe de l'attaque, mais qui ne résignait pas à faire le travail défensif, aller presser l'adversaire, harceler l'adversaire, récupérer les ballons. Les Camerounais ont mis de la vitesse dans le jeu, un Kaltopo Kambi époustouflant, qui a marqué un but bien évidemment dans une forêt de jambes. Le Lyonnais qui est sur une bonne dynamique, il a délivré le peuple camerounais et le Cameroun peut rêver bien évidemment d'une 8e participation à la phase finale de Coupe du Monde après 82, 86, 90, 94, 98 et bien évidemment 2002. Le Cameroun a raté la CAN, le mondial 2006, mais elle était à celle 2010, 2014. En 2018, la sélection quintuple champion d'Afrique était absente et elle rêve de participer à une 8e phase finale de Coupe du Monde. Elle est la nation qui détient le record de participation sur le continent. Est-ce qu'elle sera capable de faire face à l'adversité de ses autres concurrents en mars prochain pour les playoffs? C'est la grosse interrogation. Mais pour l'heure, les protégés d'Anthony Conceição peuvent pousser un ouf de soulagement et cela augure de très bonnes choses pour les prochaines séances pour le Cameroun. Votre Bénin, excusez-moi de le dire, a été éliminé, Henri Akode. Oui, les écureuils du Bénin ont été sortis par cette belle équipe des Léopards de la RDC qui a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus incisif, beaucoup plus
décisif, j'allais dire, même si un penalty polémique a été sifflé pour les Léopards, transformé bien évidemment par un Dieu merci Imbo Kali, qui n'est plus dans la fleur de son âge, mais qui est toujours aussi combatif, pimpant pour sa sélection. Les écureuils, je pense qu'ils sont sabordés, se sont liquéfiés tout seuls parce qu'il y avait la place pour aller décrocher un match nul et compenser son ticket pour les playoffs, mais les écureuils se sont recroquevillés derrière. Je ne suis pas, en tout cas, je ne partage pas forcément l'analyse d'avant-match d'un certain Michel Ducier qui a aligné une équipe en 5-4-1, alors que quand on scrute un peu les dernières sorties des écureuils, dans ce logiciel tactique, les écureuils ont eu toujours du mal à pouvoir exprimer leur potentialité. On se souvient de ce match, de cette défaite concédé face au Nigeria il y a cela quelques mois pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, alors que le Bénin avait besoin que d'un petit match nul à la maison pour se valider son ticket. Le Bénin avait perdu parce qu'ils avaient joué dans ce système 5-4-1. Face au Sierra Leone également, le Bénin avait besoin d'un match nul. Ils sont passés à la trappe. Finalement, face à la RDC, Michel Ducier, visiblement, n'a pas retenu la leçon. Il a sorti un joueur qui a été étincelant. Il y a cela quelques jours, avant cette rencontre, la rencontre que le Bénin a disputée face au Madagascar, il s'appelle Matteo Alivi, qui a été exceptionnel dans l'enjeu. Il a été sorti face à la RDC. On a injecté d'autres défenseurs, notamment Moïse Adileou et Johan Ross, et cela a fissuré, a lézardé, déséquilibré, je suis tenté de dire, cette sélection béninoise qui a courbé les signes finalement face à une belle équipe dirigée par Hector Couber. Beaucoup de joueurs intéressants côté RDC, Léopard, la RDC qui traverse des disettes pendant quasiment 5 décennies, 1974. La seule et unique participation de la RDC en phase finale de Coupe du Monde, c'était en Allemagne. Et cette fois-ci, les protégés de Hector Couber, qui sont portés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il était au stade des Martyrs. En maillot. Hein. En maillot, visiblement, un féru de football. Il a déserté le palais de la Nation pour venir apporter son soutien à ces braves léopards. Ce n'est pas une chose anodine. Ça voudrait dire qu'il veut visiblement que sa sélection puisse participer à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Ça passera forcément par une bonne prestation pour les playoffs en mars prochain. Ils sont sur une bonne lancée et tout peut arriver finalement. Il y a l'Algérie aussi qui a terminé, mais pas forcément bien parce que l'Algérie était sous pression face au Burkina Faso. Exceptionnelle équipe du Burkina Faso. Cette équipe, elle a fière allure. Moi, je tire chandelle à cette belle équipe. Une sélection très jeune, avec du dynamisme dans le jeu, beaucoup de mouvements, beaucoup de complicité, de complémentarité. La preuve, un jeune joueur comme Issa Kaboré qui évolue au niveau de Malines, il appartient à Man City justement, ancien pensionnaire de Raimo, un beau centre de formation, un excellent centre de formation à l'image de Swallows, bien sûr, évidemment au Togo. Et ce joueur qui s'entend parfaitement bien avec, bien évidemment, les joueurs de l'enjeu, les joueurs de la défense centrale, bien évidemment, notamment Edmond Tapsoba. Quel joueur! Quel joueur exceptionnel dans l'agressivité, dans la combativité, beaucoup de sens d'anticipation. Il a une belle qualité gestuelle et tout cela concurra à ce que les Burkinabés puissent faire douter les Algériens. Cette sélection algérienne qui finalement, en toute expérience, avec beaucoup de métiers, beaucoup de bouteilles, a su quand même tirer son épingle du jeu, nonobstant ces difficultés face au Burkina Faso pour leurs 2 rencontres dans ces éliminatoires, 1 but partout à l'aller et 2 buts partout au retour. C'est une belle équipe algérienne qui a quand même terminé meilleure attaque de ces éliminatoires avec 25 réalisations. Elle a en son sein le meilleur buteur justement de cette campagne, Islam Slimani, 7 buts, entre les montées ravageuses d'un certain Saïd Benrahma, le joueur de West Ham, et les dribbles salutés de Riyad Mahrez, sans oublier également l'efficacité devant d'un certain Islam Slimani. C'est une belle équipe qui a une bonne ossature et qui pourra pourquoi pas se qualifier à sa 4e phase finale de Coupe du Monde après 1982 où la génération de Lakhdar Belloumi, Rabat Madière ont fait rêver toute l'Afrique, 1990, 2010 bien évidemment, 2014, l'Algérie qui rêve
de participer pour la 5e fois à la Coupe du Monde. Et ça pourrait arriver parce que c'est une équipe qui reste sur une série d'invincibilité de 33 matchs et elle peut continuer cette série-là. Allez, on a déjà parlé du Sénégal. On va jeter un regard sur ces équipes, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Mali et le Nigeria. Le Maroc, elle reste sur une bonne dynamique. Donc, on pourront penser que face à des adversaires comme le Soudan, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Maroc a été favorisé et que cette sélection n'a pas eu beaucoup d'adversité face à elle, raison pour laquelle elle a brillé dans ces éliminatoires. Je pense qu'une chose est d'avoir des équipes a priori faibles sur le papier, l'autre est encore de pouvoir matérialiser bien évidemment sur le terrain, de pouvoir jouer les matchs et les gagner sur le terrain, c'est pas aisé. Cette belle équipe algérienne et marocaine dirigée par Vaïd Aliloudit a du mérite et elle est un candidat sérieux pour postuler à une place pour la Coupe du Monde prochaine au Qatar. Le Nigeria rapidement a obtenu son ticket au forceps également. Face au Cap-Vert. Un but partout. But de Victor Osimhen. Une équipe qui est composée de jeunes joueurs qui montent en puissance. J'apprécie un peu le jeu de Joe Haribo, le joueur du Celtic Glasgow, qui est un joueur qui me fait penser à un certain Didier Okocha, même s'il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Justement, je ne sais pas s'il arrivera, mais c'est un joueur très talentueux dans l'enjeu qui est capable d'inspirer les actions offensives par ses longues passes, par ses passes diagonales. Il est intéressant. Victor Osimhen, je parlais de lui tout à l'heure, attaquant du Napoli. En défense centrale, vous avez un joueur comme Ole Aina et William Trost-Ekong. Le Nigeria a une belle équipe, un bon manager, Gernot Rohr, le franco-germanique, bien évidemment. Et à côté également, c'est une équipe qui a en son sein des joueurs comme Chukwueze, bien évidemment, et Moses Simon du FC Nantes. C'est une belle équipe en tout cas. L'Égypte est sur une progression linéaire. Cette sélection était présente en 2018 à la Coupe du Monde avec Mohamed Salah et Mohamed El Neni, Ahmed Fati et sans oublier également Mohamed Afsha. C'est une équipe qui peut prétendre participer à la prochaine messe mondial de football. Allez, on va parler un peu aussi de l'Europe. La France s'est qualifiée, l'Espagne également, mais d'autres grandes nations vont jouer les barrages. Le Portugal de Cristiano Aveiro Ronaldo, l'Italie aussi. Oui, le Portugal qui avait son ticket en main pour la prochaine Coupe du Monde, mais finalement, dans les dernières minutes, cataclysme. Le Portugal s'est fait rejoindre au score et s'est fait battre par la Serbie 2-1. Le Portugal qui doit forcément valider son ticket à travers les playoffs qui s'annoncent assez ardus quand on voit un peu le pedigree de ces équipes qui vont la disputer, et notamment l'Italie également, championne d'Europe en titre. L'Italie qui était absente lors de la dernière Coupe du Monde en 2018. Et qui va tout faire. Qui doit tout faire pour pouvoir valider son ticket. Ce serait inadmissible. Championne d'Europe en titre. Exactement, ce serait inadmissible que les champions d'Europe, l'Italie, quadruple champion du monde, puissent rater 2 Coupes du Monde de suite. Je pense que Baresi ou encore Cesare Maldini doivent se retourner dans leur tombe. Si cela arrivait, j'ose croire que Roberto Mancini pourra trouver la carburation nécessaire afin que son équipe puisse valider son ticket pour cette Coupe du Monde. Allez, on revient. En Afrique, Samuel Eto'o dépose sa candidature à la présidence de l'Africa Foot. C'est l'homme de la situation Henri Akodo. Vous qui maîtrisez le football camerounais. En tout cas, il a de la qualité. Il fut un exceptionnel joueur, une carrière idyllique. C'est une personnalité truculente, pleine de couleurs, qui a beaucoup de rêves. Il dit qu'il a de la compétence. Ça reste encore à prouver parce que on n'est pas forcément un bon dirigeant. Quand on a été un excellent
footballeurs. La compétence, on l'a vu sur le terrain. Exactement, et bien évidemment, et dans les bureaux également, il va falloir prouver qu'il est compétent pour pouvoir véritablement apporter cette stabilité dans la gouvernance du football africain. En tout cas, il a un projet cohérent. L'essentiel, c'est d'arriver à pouvoir matérialiser ce projet-là. L'élection, c'est pour le 12 décembre. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce ne sera pas facile pour Samuel Eto'o parce qu'en face, il y a quand même des candidats assez intéressants, notamment le président sortant. Bien évidemment, Sédhiou Mbobo Njoya, qui est toujours candidat à sa propre succession. Et il y a un aspect qu'il faut préciser, c'est que la procédure pour devenir patron de l'Africa Foot, de cette institution qui est située dans le quartier Tinga au niveau de Yaoundé, c'est d'arriver à obtenir la majorité des 66 voix. 76 voix, bien évidemment, qui sont réparties comme suit. Vous avez les 60 voix pour les deux ligues régionales, réparties entre les deux ligues régionales. Vous avez également 10 voix réparties entre les deux championnats, Elite One et Elite 2, c'est-à-dire 6 clubs de première division et 2 clubs de deuxième division. Et bien évidemment, les 2 représentants par corporation, notamment la corporation des arbitres et la corporation des entraîneurs. Si Samuel Eto'o arrive à recevoir l'assentiment de la majorité de ses électeurs, il pourra pourquoi pas devenir le 14e président de cette institution, le premier président de cette institution a pris les rênes de cette instance-là en 1958. Et le deuxième président a dirigé cette institution entre 1961 et 1964. C'est justement le papa du président sortant. Ibrahim Mbombo Njoya. Il faut également rappeler que c'est une FECAFOOT qui est en crise depuis quasiment une décennie, depuis la sortie par la petite porte d'un certain Iya Mohamed qui a été incriminé dans une affaire de corruption. Il y a eu la venue de Aroko Tombi qui a été sorti également par la petite fenêtre parce que justement il y a eu des plaintes qui ont été déposées par rapport à l'organisation de cette élection qui ne respectait pas les principes qui régissaient cette institution. Entre-temps également, il y a eu 2 comités de normalisation. La dernière élection, c'était le 18 décembre 2018, avec la venue de Sédhiou Mbobo Njoya. Mais il y a de cela quelques mois, en janvier dernier, le TAS a prononcé l'invalidité de ces élections. Vivement que le prochain président de la Fédération Cameroun de football puisse s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement des infrastructures, le développement du football à la base. Vous en savez quelque chose. La formation des jeunes joueurs, le développement des matériaux de travail. Ces aspects-là qui vont permettre au football camerounais de pouvoir véritablement retrouver son passé glorieux. Maestro Henri Akodo, merci beaucoup à vous, mon cher ami. Allez, on marque la pause pour le journal et on reçoit nos invités du jour pour Regard Croisé.